Avec nos deux débatteurs du dimanche. William T est avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur du think tank Le Millénaire. Nicolas Corato est avec nous également, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Fondateur du think tank Place de la République. Des mots qui ne vous ont pas laissé insensibles, que je viens de prononcer. Une ouverture à gauche. Pourquoi pas François Rebsamen au gouvernement Bayrou? Est-ce que ce serait un bon signe pour l'homme de gauche que vous êtes? Mais le bon signe pour l'homme de gauche que je suis, qui considère que la gauche, c'est-à-dire quand je parle de gauche, je parle du nouveau Front populaire, est arrivé en tête des élections législatives. Le seul bon signe politique que j'attendais, c'est qu'un Premier ministre du nouveau Front populaire, issu du nouveau Front populaire, soit nommé à Matignon. Ça fait depuis juillet qu'on dit ça, donc je reste vraiment cohérent avec ma ligne. Après que des femmes et des hommes dits de gauche, que vous qualifiez de gauche et qui sont certainement de bonne foi des gens de gauche. Enfin, François Rebsamen a été maire socialiste de Dijon pendant des décennies. Bien sûr, entre dans le gouvernement. Je dirais que ça fait partie du spectacle et du show qu'on nous offre. Mais ça n'a rien de structurant pour ce futur nouveau gouvernement. Ce qui est structurant pour ce futur nouveau gouvernement, s'il veut éviter la censure, c'est de trouver un accord avec le nouveau Front populaire. Or, M. Rebsamen n'est pas issu du nouveau Front populaire. Et tous les partis composant le nouveau Front populaire ont été très clairs jusqu'au Parti socialiste. Oui, mais pas tous sur la même ligne, on y reviendra. Jusqu'au Parti socialiste, il n'y a pas d'accord politique entre M. Bayrou et ce que vous appelez la gauche. Ce que j'appelle la gauche, justement. Alors, William T, vous étiez heureux d'avoir un gouvernement Barnier, c'était un homme membre des Républicains, vous en êtes même proche avec le think tank Le Millénaire. Aujourd'hui, vous avez un centriste à Matignon et on vous annonce l'arrivée possible de socialistes ou d'anciens socialistes, vous avez raison de le préciser, Nicolas Corato, au gouvernement. Est-ce que ce virage à gauche vous inquiète ? Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. De toute façon, il y a deux gauches, comme le rappelait Nicolas. Il y a une gauche avec qui je pense on peut discuter et mettre en place des projets. Et puis il y a la gauche sectaire, c'est celle de Nicolas, celle qui pense qu'on peut dominer le pays avec uniquement 25% des voix, qu'on peut dominer le pays avec uniquement un tiers de l'Assemblée nationale et qu'on peut imposer ses vues malgré le fait qu'on soit minoritaire dans les urnes et à l'Assemblée. Mais après, William, vous m'avez expliqué que M. Barnier était légitime et M. Barnier n'était pas 25% des voix. C'est uniquement ce premier point. Ensuite, après sur Rebsamen spécifiquement, je pense qu'il a un sujet, c'est pas ses qualités personnelles. Le problème des prises de gauche que pourrait prendre Bayrou, c'est qu'en fait, elles ne font pas déplacer une voix à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui coûtent cher idéologiquement, c'est-à-dire que ça empêchera une action éventuelle d'un éventuel Retailleau à l'intérieur ou d'un ministre de droite à Bercy. Un François Rebsamen peut empêcher, en tout cas un ancien membre du PS, peut empêcher le gouvernement de prendre des mesures, par exemple, sur l'immigration, si c'est de ça que vous parlez. Moi, je pense qu'en termes de tactique, il faut être très clair. C'est-à-dire que vous prenez des gens qui ne font pas déplacer une voix, ni dans les urnes, ni à l'Assemblée nationale, et sont des gens qui vous bloquent en termes d'action de l'autre côté. C'est-à-dire que, comme ils sont là, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mener une politique pour éventuellement obtenir la neutralité du Rassemblement national. Donc vous demandez à François Bayrou de ne pas prendre d'hommes de gauche. Non, sinon s'il prend des hommes de gauche, il faut qu'il obtienne la non-censure du Parti socialiste. Oui. Sinon ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, c'est quand même très fort. C'est là où on voit bien que la gauche est dominante culturellement dans ce pays. C'est-à-dire qu'un type de droite, pour entrer au gouvernement, il doit ramener 150 sénateurs, 50 députés et des tas de mairies pour pouvoir espérer avoir une petite place dans un gouvernement, si possible 5e ou 6e, dans une place tout au fond de la salle. Un type de gauche qui ramène rien du tout, aucune voix, aucun sénateur, aucun député, il peut obtenir une place de choix, poser ses conditions, poser ses lignes rouges et obtenir un tapis rouge et éventuellement une bénédiction si par cas on se met à genoux devant lui et qu'on écoute toutes ses convictions, même les plus loufoques, pour que Nicolas Corato soit content alors qu'il ramène rien. Voilà. Oh, Nicolas Corato, quand j'entends ça, je me dis que vous auriez pu vous-même entrer au gouvernement. Mais l'objectif, c'est pas que je sois content, mon cher William. L'objectif, c'est que le pays soit bien gouverné et on en est loin. On en est loin, quel que soit d'ailleurs ce qui se passe ou ce qui ne se passera peut-être pas aujourd'hui. Parce que la vraie question, c'est un gouvernement, non pas pour faire quoi, mais pour faire quand. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de parler de plein de personnalités qui vont rentrer, des poids lourds. On nous annonce Xavier Bertrand, on nous annonce Madame Borne. Pourquoi pas ? Très bien, moi j'ai absolument rien contre toutes ces personnalités. Mais on fait comme si, ou M. Bayrou fait comme si, ou M. Macron fait comme si le monde politique était un monde politique normal. On va avoir 25 ministres, mais qui ne pourront pas passer un seul projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais dans ce cas-là, on fait quoi ? À quoi ça sert de nommer ? Moi, je pose la question du format du gouvernement. À quoi ça sert, dans le contexte institutionnel qui est le nôtre,
de faire comme s'il fallait tout autant de ministres que quand on a une majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale. À quoi ça sert de mettre en place des équipes gouvernementales qui ne vont pas produire, et je rejoins ce que disait William T, la moindre proposition, le moindre projet de loi? Parce que c'est vraiment ça. Il faut dire la vérité aux Français. Il ne faut pas s'imaginer à quoi ça sert un gouvernement qui ne peut pas gouverner, en gros. C'est un gouvernement. Enfin, il faut des très bons administrateurs parce que on va gouverner par décret, par arrêté ministériel, par circulaire, par peut-être parfois parce que rien ne passera à l'Assemblée nationale. Mais quasiment rien. Oui, ça change rien si vous mettez. On l'a vu. Donc à quoi ça sert? Moi, je veux bien que M. Rebsamen vienne, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer des décrets? Moi, je pense que c'est ça le sujet. Par exemple. L'avantage d'un ministre politique, c'est pour pouvoir mener une politique. Si par cas vous voulez juste gérer le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que ça change de mettre Retailleau ou Stefanini, qui n'est pas forcément politique? Pourtant, Bruno Retailleau, ce matin, dans le JDD, dit clairement, je cite, « Mes convictions ne sont pas à vendre. Il veut toujours porter des mesures sur l'immigration. Ça, il aura besoin de les faire voter. » Mais en fait, le texte ne passera pas pour une simple et bonne raison que la tactique de Bayrou n'est pas cohérente idéologiquement. Moi, je pense que ça se défendait de prendre des Rebsamen ou d'autres gens plus à gauche que Rebsamen pour éviter un pacte de non-censure avec les socialistes et se dire voilà, on a des priorités consensuelles comme ce qui se passe au Parlement européen, des textes qui peuvent transcender les clivages gauche-droite et de se dire voilà, on se met pas dans la main du Rassemblement national et on fait des textes qui peuvent avancer ensemble de la gauche à la droite. Si par cas vous faites pas ça et que le Parti socialiste ne veut pas ne veut pas accepter un pacte de non-censure, la seule solution possible pour faire avancer le pays, c'est de proposer des textes qui obligeront le Rassemblement national soit à les voter, soit s'abstenir, ou l'autre, soit ne pas voter la motion de censure. Et donc à ce moment-là, je pense que la politique la plus cohérente, c'était de mener une politique très ferme sur le plan régalien en disant voilà, on laisse à Bruno Retailleau l'occasion de mener sa grande loi, une sur le narcotrafic pour lutter contre le trafic de drogue et faire en sorte que partout sur l'ensemble du territoire, c'est la loi de la République qui s'applique et pas la loi des caïds et des trafiquants de drogue. Et enfin, reprendre le contrôle de la politique migratoire pour faire en sorte que les Français ne subissent pas l'immigration. Donc vous, ce que vous vouliez... Et se dire qu'on maîtrisait les flux migratoires, on maîtrisait les frontières, on mettait en place éventuellement un blocus naval, on faisait en sorte que la France soit pas un paradis pour les migrants et que ce soit pas la terre la plus favorable et que les gens, quand ils font un benchmark, se disent pas bah tiens, on va en France plutôt que dans un autre pays européen. Ce que vous vouliez, si je reformule ce que vous venez de dire, c'est un gouvernement plus tourné vers le Rassemblement national que vers le Parti socialiste. Non, moi je dis... je dis très clairement... C'est devenu l'alliance naturelle des LR, le Rassemblement national. C'est ce que vous dites. Je dis très clairement, si vous ne pouvez pas obtenir de Faure et de Boris Vallaud un pacte de non-censure comme ils avaient éveillé l'idée avant que Bayrou soit nommé... Il fallait l'obtenir de Marine Le Pen. Il faut l'obtenir de Marine Le Pen. Donc un accord avec le Rassemblement national. Non, pas un accord, vous faites en sorte qu'ils ne le votent pas. Nicolas Corato. Non mais c'est intéressant. Monsieur Retailleau dans le JDD est un très grand illusionniste, mais comme les autres. Je veux dire, qui peut imaginer aujourd'hui qu'on va pouvoir voter une loi sur l'immigration, quelle qu'elle soit, à l'Assemblée nationale? Pourquoi pas? Avec qui? Avec le RN et la majorité. Avec RN et LR? Parce que vous croyez que la majorité macronienne votera comme un seul homme le texte de Monsieur Retailleau? Non, c'est vrai que beaucoup sont d'anciens socialistes. Je ne suis pas persuadé que vous obtiendriez la moindre majorité. De la même manière, Monsieur Bayrou qui nous parle de la proportionnelle, mais enfin a-t-il une majorité à l'Assemblée nationale pour voter un projet de loi sur la proportionnelle? Je ne le pense pas. Bref, tous ceux qui vous sont en train de vous dire qu'on a besoin de cadors politiques, d'hommes forts, de poids lourds, comme on les entend, d'hommes ou de femmes, poids lourds pour entrer au gouvernement, encore une fois, sont dans l'illusion. Ça ne sert à rien de mettre en ordre de marche un gouvernement de poids lourds alors qu'il n'y a pas les moyens à l'Assemblée nationale de mener la moindre politique. Il faut tester. Est-ce qu'on peut quand même, quand on parle d'accord à négocier ou de négociation politique, revenir sur le fait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher politiquement et économiquement à un Premier ministre, qu'il soit centriste ou de droite, d'obtenir un accord avec la gauche que de l'obtenir avec le Rassemblement national. Les concessions sont plus lourdes exigées de la gauche que celles qui sont exigées du RN. Mais surtout, elles ne sont pas compatibles avec deux choses. D'une part, avec ce que veulent la grande majorité des Français et ce que vous avez besoin de faire en termes de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez que vous voulez faire un accord avec la gauche, ça veut dire que vous mettez à dos 65% à 75% des Français qui veulent des mesures qui sont plus fermes sur la sécurité et sur les questions migratoires. Et de la même manière, si vous voulez faire un accord avec la gauche sur les questions budgétaires, vous mettez à dos 66% des Français qui ne veulent pas augmenter les impôts. Et autre point, c'est quand même une chose qui est importante, ça s'appelle la réalité du terrain. C'est-à-dire que Nicolas vit dans une bulle avec ses 25% d'amis et qui pensent qu'ils sont majoritaires en France. Mais moi je vis dans une urne, dans une urne électorale où des citoyens
moyens sont exprimés. Il y a quand même une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des vagues migratoires qui sont de plus en plus importantes. Vous avez d'autres pays qui n'ont pas été sur la même ligne que nous, comme l'Allemagne, qui commence à mettre des mesures d'exception pour limiter et pour protéger leurs frontières, et même sur le plan économique et sur le plan budgétaire. Nicolas peut dire qu'on vit sur une île, etc. On a quand même 7% de déficit, soit 180 milliards d'euros. On est sous processus de déficit excessif. Oui. Il y a plus de 3200 milliards de dettes. On est plus à 120%. Les indicateurs sont exactement dans le rouge. Donc c'est pas donc c'est pas avec les mesures de Nicolas et des augmentations d'impôts continues et qui vont matraquer fiscalement les Français que vous pouvez sauver le pays. L'absurdité que vous dénoncez, mon cher Jean-Marie, elle provient d'une seule chose, c'est que c'est ceux qui ont perdu les élections législatives qui sont au pouvoir aujourd'hui. Monsieur Retailleau, dont on parle à longueur de temps, Monsieur Retailleau, il a fait 7% aux élections législatives. Monsieur Bayrou, qui est à Matignon, a perdu les élections législatives en même temps que le camp présidentiel. Et vous êtes en train de nous expliquer que tout ça, c'est parce que le PS qui est arrivé en tête avec ses amis du NFP... c'est la France Insoumise qui est arrivée en tête à gauche. Non, que le PS qui est arrivé en tête avec ses amis du NFP, c'est-à-dire le NFP, serait responsable de la situation politique. Mais que font ces gens au pouvoir? Quelle est la légitimité électorale de Monsieur Retailleau? Pourquoi est-ce que le programme de Monsieur Retailleau, qui a recueilli 7% dans les urnes, serait d'un coup majoritaire idéologiquement? Pourquoi Nicolas Corato, si la gauche est si majoritaire? Si vous avez raison, mon cher William, pourquoi les Français n'ont pas voté massivement pour les Républicains? Mais non, mais il faut expliquer clairement à Nicolas que respecter les électeurs. Parlez-vous directement d'ailleurs. Non, mais comme tous ces amis de gauche, ils ont besoin d'une calculette. La première, c'est que vous avez fait uniquement 26% des voix aux élections législatives. Donc vous n'avez pas fait bien dans le micro, une grande majorité incroyable. Ça fait un peu plus le deuxième élément. Je sors ma calculatrice avec des grosses touches. Le deuxième élément, c'est qu'avec 26% des Français, vous ne pouvez pas gouverner le pays. Le troisième élément, c'est que vous avez une réalité qui est comptable. C'est qu'aujourd'hui, vous avez 193 députés. Et avec 193 députés, vous avez moins de députés que le nombre de... Vous avez moins de députés que le socle commun, sur les chiffres. La majorité présidentielle et les Républicains. Comment m'expliquez-vous que M. Bayrou soit Premier ministre aujourd'hui? Et donc se pose une question. Combien de divisions? William T, attendez. Nicolas Corato, comment on explique si la gauche, Nicolas Corato, c'est ce que vous rappelez, vous avez raison, elle a eu le plus de députés au soir du second tour. Si elle est si majoritaire que ça dans ce pays, si elle a si envie de gouverner avec les autres, pourquoi elle n'a pas réussi à porter l'un de ses membres à la présidence de l'Assemblée nationale? Non mais attendez. Pourquoi André Chassaigne, qui est un communiste respecté de tout le monde, n'a pas pu être élu? Pourquoi Mme Yael Braun-Pivet a-t-elle été élue à l'Assemblée nationale? Elle a été élue à l'Assemblée nationale grâce à un accord avec le Rassemblement national. Non, c'est faux. Et qui a justifié derrière que le Rassemblement national bénéficie de vice-président. Non, vous réécrivez l'histoire, c'est pas vrai. Il y a eu 0 vice-président RN. Écoutez, arrêtez, on va pas refaire l'histoire. Il y a eu 0 vice-président RN. Vous voulez pas la refaire parce que vous la réécrivez. Je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Premier ministre de gauche aujourd'hui? Parce que le président de la République ne le veut pas. Ça, c'est un fait. Et qu'il assume cette décision en nous entraînant dans une relation complètement absurde de Premier ministre en Premier ministre qui ne sont pas illégaux, qui sont à mon sens illégitimes, c'est-à-dire qui ne correspondent en rien, mais en rien du tout, au résultat qui est issu des urnes. Je vais vous dire une chose, il aurait nommé Marine Le Pen ou Jordan Bardella à Matignon, j'aurais pu vous dire que le premier parti, je parle pas de mouvement, arrivant en tête des urnes étant le Rassemblement national, tu vis dans une réalité parallèle. Et je ne le souhaite pas. Nicolas Corato. Mais d'une certaine manière, ce serait plus logique. J'essaye de vivre dans un pays d'absurdie. J'essaye de vivre avec vous dans cette absurdie. Pour vous, Marine Le Pen a plus sa place à Matignon que par exemple François Bayrou. Mais bien sûr. Mais Nicolas. Mais bien sûr, politiquement, électoralement, si vous respectez les électeurs, si vous respectez les résultats des urnes, vous prenez à Matignon le parti ou le mouvement qui est arrivé en tête. Et si vous respectez les électeurs, est-ce que vous dites quand vous avez 25% des voix, tout mon programme, rien que mon programme? Non, vous ne dites pas. C'est ce qu'a dit le nouveau Front Populaire. Moi, j'ai toujours dit que c'était une erreur. Ben oui, peut-être, mais ça part de là. C'est ça. Commencez par nommer le Premier ministre et puis ensuite on verra quel programme il applique. Commencez par nommer Jean-Luc Mélenchon et ensuite on voit quel programme il applique. Attendez, on a nommé M. Bayrou, vous savez quel projet il va appliquer, M. Bayrou? On a nommé M. Barnier, on savait quel projet il allait appliquer. Non, mais on savait quel projet arrêtez. On savait quel projet Jean-Luc Mélenchon aurait appliqué à Matignon et on n'en voulait pas. C'est un réflexe de classe dans ce pays. On ne veut pas qu'un programme social arrive à Matignon. Voilà, c'est tout. Et il faudra le dire et l'assumer vis-à-vis des Français. On ne veut pas régler la question du pouvoir d'achat pour les Français. On ne veut pas revenir sur la réforme de retraite pour les Français. Et ce sont des minoritaires qui sont en train d'imposer à la majorité du pays le fait, par exemple, qu'on ne revient pas sur la réforme des retraites. Les Français sont majoritairement contre la réforme des retraites. Et pourquoi la gauche n'a pas fait un accord avec le Rassemblement national dans ce cas-là, qui est d'accord avec elle pour supprimer cette réforme? La gauche ne sera jamais d'accord avec le Rassemblement national. Sur la réforme des retraites, vous êtes d'accord? J'espère bien, parce que là, je vous rappelle que le Rassemblement national était favorable à la réforme des retraites in fine. Et que le Rassemblement national soutiendra toujours la cause patronale en matière de retraite.
Non, mais moi je pense que Nicolas vit dans un monde parallèle. Bon, vous l'avez déjà dit, avançons un petit peu. Oui, c'est vous qui soutenez M. Bayrou, mais c'est Goodbye Lénine ou égalité tous les dimanches. Je me réveille et vous m'expliquez que l'UMP existe, que l'UDF existe. Mais arrêtez de dire que je vis dans un absurdisme. C'est vous qui justifiez un monde complètement absurde. Mais attends, t'as réussi à soutenir un programme qui était encore plus keynésien, encore plus absurde que celui de Mitterrand en 1981. Donc c'est pas de ma faute si tu viens dans une réalité parallèle. Bon, en attendant, on a quand même l'impression de pas avancer. Non, le point qui est précis, c'est de se dire concrètement que tous les blocs sont minoritaires et que le seul bloc qui a le plus de députés, c'est celui du socle commun allié avec les Républicains. Oui. À partir de là, vous avez deux solutions possibles et c'est les deux seules solutions sur lesquelles on peut avancer. On avait pu penser qu'il aurait pu avoir un pacte de non-censure avec le Parti Socialiste. Or, le Parti Socialiste s'est fait tirer dessus par Tondelier qui joue double jeu depuis le début. La patronne des écologistes. Donc le seul moyen qu'on peut avoir dans les semaines à venir, c'est qu'éventuellement, Bayrou a deux solutions. Moi, je pense que sa première solution, c'est de faire voter des textes par test. Enfin, de trouver des majorités texte par test. C'est-à-dire qu'en fonction des textes, il obtienne soit un accord de non-censure avec le Parti Socialiste, soit un autre avec le Rassemblement National. Pour l'instant, il n'y est pas. Le PS a demandé des conditions, il les a pas remplies. Oui, mais ça peut se négocier, parce que les deux conditions qu'ils ont demandé, c'est de ne pas être Z49.3, et le deuxième, c'est de pouvoir mettre une réforme de la réforme des retraites. Qui vivra vers chers amis. C'est vraiment le règne de la combination. Donc on peut pouvoir le faire. Exactement ce que détestent les Avec Français. le RN, moi je pense contrairement à Nicolas, que le RN est prêt à voter deux lois, celle de l'immigration et celle sur les narcotrafics. Ceci était un avant-goût de vos repas de fête avec toute votre famille. On est rarement tous d'accord politiquement en famille. C'est ce qui se passera probablement cette semaine à la table de Noël. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin sur Sud Radio. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Je vous dis à l'année prochaine, on va le dire comme ça, chers amis. Vous retrouverez Laurence Garcia la semaine prochaine dans le Grand Matin Week-end.